Bonjour tout le monde, on est content de vous avoir parmi nous. Je me présente Félix-Antoine Lapointe, je suis entraîneur-chef à la Fédération québécoise d'athlétisme et moi, mon collègue entraîneur Doris Langlois, avons le plaisir d'animer la conférence d'aujourd'hui en lien avec les épreuves d'endurance. Donc, quelques petites règles d'usage rapide pour le bon fonctionnement de l'activité d'aujourd'hui. On demanderait aux gens qui ne sont pas conférenciers de garder les micros et les caméras fermés pour être certain que ça se déroule bien sur le plan technique et qu'il n'y ait pas de son ambiant. Lorsque vous aurez des questions, on vous invite à les écrire dans la boîte de clavardage. Et moi et Doris allons faire de notre mieux pour y répondre en fin de conférence. Puis si le sujet est approprié, peut-être qu'on pourra même y répondre pendant nos présentations respectives. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la conférence d'aujourd'hui est en lien avec les épreuves d'endurance. Ma présentation sera plus spécifiquement axée en lien avec les épreuves de 3000 et de 5000 mètres, alors que Doris va présenter en lien avec les épreuves de demi-marathon et marathon. Donc, comme je l'ai mentionné, je suis entraîneur à la Fédération québécoise d'athlétisme. J'entraîne des athlètes spécialistes des épreuves de demi-fond. S'il vous plaît, on vous demande de fermer votre micro. C'est ça, sur les épreuves d'endurance. 1500, 3000 en montant. S'il vous plaît, les gens qui ne sont pas conférenciers, on vous demande de fermer vos micros. Oui, échange. OK, on devrait être capable de s'ajuster. Donc, c'est ça. De mon côté, j'entraîne des athlètes spécialistes de 800 à 10 000, une vingtaine de coureurs basés au centre provincial à l'Université Laval, alors que Doris travaille principalement avec des coureurs sur route. Je laisse peut-être 1 à 2 minutes à Doris pour se présenter, puis après, je vais y aller avec ma présentation. Alors, 3000, 5000 mètres cyclés en coureur de demi-marathon, ça coïncide bien. Au départ, coureur avec le club Les Vaillants de Pont-Négamouk, l'entraîneur Paul-Émile Lafrance. Ensuite, j'ai couru pour le Vert et Or avec l'entraîneur Jean-Pierre Lomelin pour après déménager à Montréal puis courir avec l'entraîneur Daniel Mercier. J'ai étudié en kinésiologie, puis par la suite, je me suis recyclé en entraîneur pour entraîner des coureurs de tous les niveaux sur toutes les distances. Je suis basé à Montréal, mais je suis affilié au club d'athlétisme de Sherbrooke, les anciennes amours. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Doris, pour ta présentation. Donc, je vais débuter. Je vais partager mon écran, puis vous allez pouvoir voir ma présentation PowerPoint. Donc, pendant une quinzaine de minutes, je vais vous parler de l'entraînement des épreuves de 3000 et 5000 mètres. Puis par la suite, ce sera Doris qui pourra enchaîner avec les épreuves de demi-marathon et marathon. Donc, comme je le disais, ma présentation d'aujourd'hui est en lien avec les épreuves de 3000 et 5000 mètres. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue dans ce que je vais vous présenter. C'est ma vision, la philosophie que j'ai développée au courant des 10 à 15 dernières années comme entraîneur. Puis évidemment, tant mieux si vous pouvez en retirer des choses qui vont vous aider dans votre pratique, pouvoir soulever des réflexions chez vous comme entraîneur. Donc, on va commencer avec une analyse des déterminants sur le plan physiologique. Peu importe notre parcours comme entraîneur, qu'on ait un profil plutôt scientifique ou plutôt expérience terrain, je pense que c'est important de se baser à tout le moins un minimum sur la science pour orienter nos actions. On sait, sans aller trop pousser dans la physiologie, qu'il y a 3 systèmes d'énergie principales qui vont permettre à l'athlète de faire un effort, de courir. Donc, le système anaérobie alactique, le système anaérobie lactique et le système aérobie. Puis on voit, selon une récente publication de l'IAAF, la Fédération internationale, maintenant World Athletics, la répartition de ces filières énergétiques en fonction d'une épreuve maximale effectuée à vitesse constante. Puis on voit que dans les épreuves de 3000 et de 5000, c'est 80 à 86
de l'énergie qui provient du système anaérobie pour faire un effort compétitif, alors que plus la distance de compétition augmente, plus le pourcentage provenant du système aérobie est important. Donc, ce que ça nous permet de comprendre, de valider sur le plan scientifique, c'est que le déterminant majeur de la performance pour avoir de bons résultats sur 3000 et 5000, c'est évidemment le système aérobie, mais il y a tout de même un 15 à 20 qui est déterminé par le système anaérobie, donc ce n'est pas à négliger, du moins pas complètement. Donc, qu'est-ce que ça nous permet d'apprendre que de savoir que 80 à 85 est en lien avec le système aérobie? Bien, faut prendre conscience que plus le temps d'effort maximal de la course est long, plus la composante aérobie prend de l'importance. Évidemment, aux 800 et aux 1500 mètres, l'aérobie est encore prédominant, important, mais moins que sur 3000 et 5000 en situation de compétition. Et si on monte à des épreuves de 10 000 mètres, demi-marathon, marathon, là, ça devient presque exclusivement la composante aérobie qui va déterminer la performance. Il faut aussi prendre en considération que pour une même épreuve, en fonction du niveau de l'athlète, les facteurs physiologiques peuvent être différents. Donc, si on a par exemple un homme de niveau international sur 5000 mètres qui effectue la course en 13 minutes, les déterminants ne seront pas les mêmes qu'un coureur récréatif qui effectue son 5000 mètres à capacité maximale en 25 minutes. Donc, pour une même course, il faut quand même prendre en considération le temps d'effort. C'est ça qui va orienter la physiologie plus que la distance, sachant qu'entre 13 et 25 minutes, les déterminants peuvent être différents. Et plus le temps d'effort est court, plus la composante anaérobie va prendre de l'importance. Donc, un athlète qui effectue son 5000 mètres en 13 minutes, la composante anaérobie est un petit peu plus importante de quelques pourcents versus un athlète qui effectue son 5000 mètres en 25 minutes. Puis, important de noter que ces composantes physiologiques-là, c'est toujours dans un contexte d'effort maximal constant. Donc, si quelqu'un va faire un jogging à basse intensité de 5000 mètres, on n'est pas en train de dire que c'est 80 à 85 aérobie, parce que si le niveau d'intensité réfère à quelque chose qui est confortable, qui n'est pas un effort maximal pendant 15 minutes, pendant 20 minutes, bien là, on est carrément presque exclusivement dans l'aérobie, comme si on ferait un marathon ou ainsi de suite. Donc, vraiment, gardez en tête que le tableau qui a été fourni, c'est dans une composante d'effort maximal constant et que dans cette composante-là, sur 3000, 5000, plus ou moins 80-85 du déterminant de la performance est en lien avec le système aérobie. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Puis qu'est-ce que ça implique, le système aérobie? Donc, comme j'ai mentionné, 85 de la performance qui est impactée par ce système. Puis si on voudrait le définir simplement, le système aérobie, il y a 3 grandes composantes. On pourrait parler d'endurance aérobie, ce qui, dans un jargon de course d'athlétisme, fait référence à un jog continu à basse intensité, plus ou moins à 65 de la VAM pour ceux et celles qui utilisent ce système. L'endurance aérobie limite, on parle des efforts à plus ou moins 80 de la VAM. On pourrait l'élargir de 70 à 90 selon la terminologie qu'on utilise. Puis, pour ceux qui ont des références plus en efforts de allure compétition, c'est grosso modo des allures qui varient entre un pace 15 km et un pace marathon. Puis, on a la puissance aérobie maximale, qui est le niveau d'intensité plus élevé lorsqu'on sollicite le système aérobie, qui fait référence à des entraînements de PAM, qu'on appelle souvent, donc des efforts à plus ou moins 100 de la vitesse aérobie maximale. On peut l'élargir à 90 à 110 Ceux qui ont des références en termes d'allure de compétition, on parle souvent d'une allure autour de l'allure 3000 mètres. On peut l'élargir en disant que c'est du pace 1500 au pace 10 000 mètres. Donc, bien garder en tête, le système aérobie, c'est ce qui va nous déterminer notre performance majoritairement sur 3000, 5000. On le divise en 3, ce fameux système aérobie-là. L'endurance aérobie limite et la puissance aérobie maximale. C'est certain que pour les épreuves de 3000, 5000, le déterminant majeur, c'est la puissance aérobie maximale. C'est ce qui est plus spécifique. C'est ce qu'on va solliciter en travaillant en des allures de course qui se rapprochent de nos allures 3000, allures 5000. Ça ne veut pas dire que l'endurance aérobie n'est pas importante, que l'endurance aérobie limite ne l'est pas, mais dans une composante d'optimiser nos résultats sur 3000 et 5000, il faut vraiment garder en tête que les entraînements de puissance aérobie maximale, c'est ce qui a l'impact le plus direct sur nos performances. On parle rapidement d'endurance aérobie. Puis encore là, ce que je vous présente, c'est selon ma vision, ma philosophie pour optimiser nos résultats pour un coureur de 3000, 5000, d'un entraîneur à l'autre,
d'une recherche scientifique à l'autre, il pourrait y avoir des légères variations. Donc, comme je vous disais, en termes d'endurance aérobie, pour optimiser les résultats sur 3000 et 5000, le niveau de volume qu'on fait, donc le niveau de volume de jog, doit être moyen à élevé. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque coureur est différent. Ça va varier de ses capacités, ça va varier en fonction de son expérience. Mais c'est rare qu'on voit des athlètes avoir un succès sur 3000 et 5000 en faisant un volume de course qui est très bas. Ça peut être possible, par exemple, sur des épreuves de demi-fond court, comme 800, comme 1500, mais dépendant des repères qu'on utilise, ça prend à tout le moins un volume moyen, voire élevé, pour optimiser nos résultats sur 3000 et 5000, toujours en étant conscient qu'il faut que ça se fasse progressivement, puis qu'on doit individualiser en fonction de chaque athlète. Le volume de course, donc l'endurance aérobie, doit être suffisamment élevé pour optimiser les adaptations physiologiques, mais suffisamment bas pour permettre le travail qualitatif en puissance aérobie maximale, en PAM. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que pour optimiser nos résultats sur 3000 et 5000, c'est important, prioritaire de faire des entraînements spécifiques à des allures qui se rapprochent de 3000 et 5000. Donc, si on fait un volume trop élevé d'endurance aérobie, donc de jog, qui fait que lorsqu'on arrive à nos fameuses séances clés de PAM, on n'est pas efficace, on est trop fatigué, on ne réussit pas à les maximiser, bien, probablement que le volume qu'on fait par rapport à nous spécifiquement est trop élevé. Donc, tout est une question de dosage, en étant conscient que l'endurance aérobie de base est importante, mais qu'elle ne devrait pas affecter négativement nos séances de puissance aérobie maximale, qui sont celles qui ont l'impact le plus important sur nos résultats. Encore là, je vous présente ma vision. Je considère que pour un coureur de 3000 à 5000 mètres, la vitesse de jog aérobie facile devrait être à plus ou moins 65 de la vanne. Puis, je vous donne une approximation de à quoi ça pourrait ressembler en fonction d'un niveau sur 5 km. Donc, selon mon approche, disons, une bonne coureuse de 17 minutes sur 5 km devrait faire ses jogs faciles à 65 de la vanne, autour de 4 minutes 55 du kilomètre. Une coureuse femme qui se rapproche d'un niveau élite à 16 minutes, autour de 4 minutes 40. Un homme d'un bon niveau provincial à 15 minutes, autour de 4 minutes 20 du kilomètre. Et un homme élite autour de 14 minutes, autour de 4,05 du kilomètre. Encore là, ça peut varier de quelques secondes dépendant des particularités de l'athlète, mais ça vous donne un guideline général que dans ma vision, dans ma philosophie, plus le niveau de performance sur 3000, 5000 de l'athlète est élevé, plus ça devrait avoir un lien assez direct entre sa vitesse de jog, disons, de récupération, de jog facile, mais il faut aussi se donner une certaine flexibilité en fonction de c'est quoi le niveau de fatigue de l'athlète, c'est quoi les conditions à l'extérieur, quel type de parcours on utilise. C'est un guide général qui vous lit un peu à quoi devrait ressembler, selon moi, pour un coureur de 3000, 5000, les vitesses de jog d'endurance aérobie en fonction de son niveau de performance, en étant conscient qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose de fixe, mais qu'il peut y avoir de légères variations. Si l'athlète, par exemple, est fatigué d'avoir fait une séance intense la veille, c'est possible qu'il jogue un petit peu moins vite le lendemain. Si les conditions sont chaudes, si le parcours sur lequel il court est côteux, par exemple, il faut évidemment être capable de s'adapter et ne pas s'en tenir aveuglément à la recommandation que je viens de vous indiquer. On va parler un petit peu d'endurance aérobie limite, ce que certains appellent parfois le seuil. Encore là, ça dépend des philosophies, mais moi, je vous dirais que la plupart des spécialistes de 3000, 5000 doivent l'utiliser de façon limitée. Pourquoi? Parce que le niveau de fatigue que ça engendre par rapport aux bénéfices, la fatigue que ça engendre peut être élevé. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas en faire. J'en fais faire à mes athlètes, mais ça dépend quand, comment et à quelle fréquence. Donc, moi, ma recommandation, ce serait à utiliser durant les phases de préparation physique générale et préparation physique spécifique. Puis, je limiterai les entraînements d'endurance aérobie limite dans un contexte de phase d'affûtage ou dans un contexte de période de compétition. Vous avez probablement déjà vu le terme d'entraînement polarisé. Bien, cette philosophie-là ou ces recherches suggèrent de maximiser les entraînements endurance aérobie à basse intensité, donc les jogs faciles, et des séances intensives de PAM, voire d'anaérobie très intenses, en limitant la zone qui est entre les deux, qui est la fameuse endurance aérobie limite, qui est des allures plus ou moins demi-marathon, plus ou moins marathon à l'entraînement. Encore là, ça dépend de c'est quoi ta spécialité, mais on garde en tête que là, je suis en train de vous présenter pour les athlètes de 3000, 5000. Puis je vous dis, oui, un peu, bien dosé. Selon certaines phases de l'année, ça peut être bénéfique, mais toujours garder en tête que ça peut engendrer beaucoup de fatigue dépendant du type de séance qu'on fait et ce n'est pas directement spécifique à nos épreuves. Donc, il faut bien le doser puis être prudent.
Maintenant, on arrive au déterminant majeur de la composante aérobie pour les épreuves de 3000 et 5000, la PAM, la puissance aérobie maximale. Donc, c'est le type d'entraînement le plus spécifique et le plus bénéfique pour progresser sur 3000 et 5000. On va travailler à ce genre de séance sous type d'intervalle entre 90 et 110 de la VAM. Ceux qui ont moins de références, souvent, on va parler entre vitesse spécifique de course 1500 à vitesse 10 000 mètres, 10 km, dépendant de comment on structure notre entraînement et des allures qu'on préconise. Ça peut généralement être fait via des répétitions de 200 mètres à 2 km. Évidemment, les répétitions plus courtes, comme des répétitions de 200, vont plus souvent être pour des intensités élevées, comme des intensités à vitesse 1500. Alors que si on fait de longues répétitions, ben, c'est probablement parce qu'on est à des allures 5 km, à des allures 10 km, puis ainsi de suite. C'est important de bien répartir ces séances dans le cycle d'entraînement parce que c'est des séances qui sont intenses, qui sont exigeantes, puis on ne veut pas qu'elles soient trop rapprochées l'une de l'autre pour que l'athlète ait suffisamment de temps de récupérer entre les séances. Puis lorsqu'on fait une séance de PAM, de puissance aérobie maximale, on veut être relativement reposé pour être capable d'en maximiser les bénéfices, pour être capable que ça fonctionne bien. Espèce de fou. S'il vous plaît, on demande aux gens de garder le micro fermé si vous n'êtes pas présentateur. Vous dérangez tout le monde. Donc, selon le stade de développement de l'athlète, la phase de la planification, il est logique de viser 1 à 2 séances principalement axées sur le développement de la PAM par semaine. Encore là, ça dépend quel type d'athlète on est, à quelle fréquence, quelle portion, quelle phase de la planification on est, mais on peut dire qu'on ne se trompe pas en disant qu'on fait 1 à 2 séances par semaine où on va travailler spécifiquement la PAM avec nos spécialistes de 3000 et 5000 mètres. Donc, là, on vous a parlé du système aérobie. On a dit que ça représentait environ 80 à 85 du déterminant de la performance, mais il ne faut pas sous-estimer le 15 restant, c'est-à-dire le système anaérobie lactique et alactique. Donc, ce qui fait référence à des efforts plus courts, voire de vitesse, qui va quand même avoir un impact sur les résultats aux 3000 et aux 5000. Plus l'athlète est de haut niveau, plus la composante anaérobie prend de l'importance. Entre autres, parce que son temps d'effort est plus court. Je l'ai mentionné tout à l'heure, le coureur élite qui fait un 3000 mètres, par exemple, sous 8 minutes, bien, c'est un effort où la composante anaérobie est quand même un déterminant relativement important versus le coureur récréatif qui fait son 5 km en 25 minutes. Ce n'est pas la même composante au niveau physiologique. Donc, gardez ça en tête, plus l'effort est court, dans un contexte maximal, plus la composante anaérobie prend de l'importance. C'est aussi nécessaire, lorsqu'on aspire à atteindre le haut niveau, d'avoir un niveau de base, par exemple, sur des épreuves de 1000 mètres, 1500 mètres, qui est à tout le moins compétitif pour ne pas nous limiter nos résultats sur 3000 et 5000. Je donne l'exemple du record du Québec en plein air sur 3000 mètres de Charles-Philibert Thibouteau, un athlète que j'entraîne, qui est à 7,45. 7,45, si on fait le calcul, c'est 2500 consécutifs en 3,52. C'est 3000 mètres consécutifs en 2,35. Comment cette course-là s'était déroulée? C'était presque à vitesse constante, mais Charles avait terminé un petit peu plus vite la deuxième moitié que la première, ce qui nous amène à voir que son dernier 1500 était en 3,51, que son dernier 1000 mètres était en 2,33. Même si le 3000 est une épreuve à dominance aérobie, si on n'a pas les aptitudes pour être capable de faire un 1000 mètres plus ou moins en 2 minutes 25 dans un contexte de compétition sur une fois 1000 mètres, on ne sera pas capable, en fin de 3000, de terminer en 2,33, voire plus vite pour aspirer à un niveau qui est compétitif sur la scène nationale et internationale. Donc, oui, on garde en tête que l'aspect aérobie est le déterminant majeur pour 3000 et 5000, mais que si on a trop de lacunes sur les distances inférieures, où la composante anaérobie est un peu plus importante, comme le 1000 mètres, comme le 1500 mètres, donc on va être limité dans la progression auquel on pourra accéder sur 3000 et 5000. On va parler un petit peu de course tactique et de course de championnat parce qu'il y a plusieurs questions qui sont venues du public avant la conférence en lien avec ce thème. Donc, ce qu'on va regarder avec vous, c'est lors d'une course typique de championnat de 3000 et 5000, les athlètes ayant un bon niveau sur 1500
et une bonne capacité à terminer rapidement ont généralement un avantage versus quelqu'un qui va être très bon pour une course constante, sans fin qui vont être particulièrement rapides. Donc, le coureur qui a un bon niveau sur 1500, le coureur qui a un bon niveau en fin de course a généralement un avantage lors des courses de championnat. Lors des championnats où les athlètes ont participé à une ronde de qualification suivie d'une finale, la capacité de récupération devient un déterminant important. Les athlètes ayant un bon niveau sur le plan aérobie et ceux habitués de courir un volume moyen à élevé récupèrent généralement plus facilement. Donc, si par exemple on a un bon coureur de 5000, mais il se qualifie dans un grand championnat pour la finale, mais 2 à 3 jours plus tard, lorsqu'il est en finale, il est encore taxé de façon significative de sa course de qualification, bien forcément, il ne partira pas à armes égales versus un athlète qui a bien récupéré, un athlète qui est habitué d'enchaîner plusieurs séances d'intensité, un athlète qui a un bon volume d'entraînement, donc qui va facilement récupérer d'un entraînement à l'autre, voire d'une compétition à l'autre dans l'exemple que je vous donne. Donc, on voit que les exigences ou les déterminants pour performer en course de championnat ne sont pas si simples, puis ils ne sont pas toujours dans la même direction, puis ça prend vraiment plusieurs habiletés qui sont différentes. Bien que le fait d'avoir un bon niveau sur la distance inférieure à la spécialité est généralement l'atout le plus payant en course tactique, l'idéal est d'avoir un éventail de qualité et d'être polyvalent. Donc, par exemple, on va souvent dire que sur une course de 1500 mètres tactique, avoir un bon niveau sur 800 va nous aider. Sur une course de 5000 mètres tactique, avoir un bon niveau sur 1500 va nous aider. Donc, la distance inférieure va nous permettre, de règle générale, de finir fort. Mais il y a des nuances, puis il faut encore plus que ça. Puis être polyvalent, être capable de bien récupérer entre les rondes, c'est des facteurs aussi importants. Maintenant, si on sort un petit peu de la composante course tactique, la gestion idéale pour optimiser le chrono est un rythme constant avec une fin de course légèrement plus rapide. Donc, si on regarde les records du monde, les meilleures performances mondiales sur 3000 et 5000, qui ne se sont pas nécessairement faites dans des courses tactiques, mais souvent dans des courses au temps avec des lièvres, on voit que le rythme était assez constant d'un tour à l'autre. Puis, généralement, le dernier tour de piste, voire le dernier tiers de la course, est un petit peu plus rapide. C'est-à-dire que l'athlète va maintenir un rythme constant, puis en fin de course, avoir les habiletés pour légèrement accélérer en allant au bout de ses capacités, au bout de ses ressources. Donc, c'est généralement le modèle de course typique pour avoir le meilleur résultat possible sur 3000 et 5000. Alors que sur d'autres épreuves de demi-fond, comme par exemple le 800, on voit souvent un premier tour qui est un petit peu plus rapide, puis l'athlète vient limiter la décélération dans le deuxième tour pour avoir le meilleur résultat possible. Alors qu'au 3000 et 5000, si on est trop audacieux en début de course, puis qu'on essaye de survivre dans la deuxième moitié, règle générale, on va beaucoup trop ralentir, puis on n'optimisera pas nos performances. Donc, il y a une certaine constance, voire une visée à finir un petit peu plus fort en fin de course, en général, chez les athlètes de haut niveau. On parle de courses de championnat typiques sur 5000. Règle générale, ce qu'on voit dans les grands championnats, que ce soit internationaux, voire nationaux, c'est une course qui se divise en 3. Évidemment, il n'y a pas qu'une sorte de type de course tactique. Il peut y avoir des variantes qui sortent un peu de ce cadre-là, mais souvent, ils s'en approchent du modèle que je vous présente. Donc, le premier tiers de la course, c'est généralement une course qui est plus lente que le rythme moyen de 5000 mètres régulier des coureurs. Souvent, le premier kilomètre, le premier 2 km va partir à une allure de 10 km, voire moins vite que ça, une allure de 15 km dans certains cas. Idéalement, on veut que cette partie-là nous taxe le moins possible. Donc, le fait d'avoir un bon niveau sur les distances supérieures, donc d'avoir une bonne endurance de base, va nous aider en course de championnat. Parce que si le fait d'aller à pace 10 km en début d'un 5000 ne change pas beaucoup notre niveau de fatigue par rapport à un rythme 5000 normal, on va peut-être arriver fatigué lors du deuxième tiers, voire du troisième tiers. Alors que si c'est très facile, ce rythme de début de course, parce qu'on a un bon niveau d'endurance, un bon niveau de performance sur 10 000, ça va pouvoir nous aider plus tard. Généralement, autour du deuxième tiers de la course, il y a une augmentation graduelle du rythme et on se rapproche du rythme de compétition régulier d'un 5000. Donc, si par exemple, pendant les 2 premiers kilomètres, on est relativement lent, règle générale, quelque part autour du milieu de la course, progressivement, le rythme va accélérer. Puis là, c'est un rythme auquel le coureur devrait être à l'aise, habitué, parce que c'est un rythme qui se rapproche de son rythme de compétition normal. Et là où on vient faire la différence entre les bons et les très bons athlètes dans les championnats, c'est souvent lors du dernier tiers de la course, les derniers tours de piste,
où là, on est sur un rythme plus rapide que l'allure 5000 générale. Souvent, on se rapproche d'une allure 3000, voire d'une allure 1500 dans le dernier tour de la piste. Puis pour y arriver, évidemment qu'il faut avoir un bon niveau sur 1500 mètres, mais il faut aussi avoir la polyvalence qui fait qu'on arrive à ce stade de la course encore en état de courir vite. Donc, il faut avoir une bonne capacité à courir en état de fatigue, ce qui démontre bien si on met un bon coureur de 1500 dans une course de 5000 de championnat, il ne va pas nécessairement se démarquer si, lorsqu'au moment d'utiliser sa vitesse, entre guillemets, ses qualités de coureur de 1500, il est trop épuisé, il est trop fatigué. Donc, d'où l'importance d'avoir plusieurs qualités qui sont complémentaires pour avoir du succès en course de championnat. La prochaine étape, c'est que je vais vous montrer deux plans d'entraînement d'athlètes que j'encadre qui, dans la dernière année, ont réalisé des bonnes performances sur 3000 et 5000. Puis je vais essayer de vous démontrer un peu le lien entre les concepts théoriques dont j'ai parlé dans les 15 dernières minutes, puis comment j'agence mes plans d'entraînement. Donc, on va regarder une planification de 2 semaines de Jean-Simon Desgagnés. Dans les 2 semaines précédentes, sa semaine de compétition, où il a réalisé le record québécois sur 3000 mètres en salle cet hiver, en 7 minutes 53. Donc, voyez-vous, ça, c'est 2 semaines d'entraînement. Et la semaine suivante, c'est sa semaine de compétition. Donc, la première semaine qu'on regarde, il est à 2 semaines avant sa compétition. La deuxième semaine, dans le diapo, il est 1 semaine avant sa compétition. Donc, voyez-vous, la fréquence de l'intensité que je propose est à 2 entraînements intenses par semaine à ce stade de l'entraînement. Puis la semaine du 27 janvier, la première semaine, j'appellerais ça une semaine à 2 entraînements et demi. Pourquoi? Parce que j'ai une séance d'entraînement à aérobie limite, endurance aérobie limite, le mercredi, mais à un niveau de difficulté modéré, que j'appelle un 5 sur 10, alors qu'une séance traditionnelle d'intensité va être à 7, 8 sur 10. Donc, ça veut dire que 2 semaines avant sa compétition, il y a 2 grosses séances et une séance modérée dans sa semaine, en plus de son endurance aérobie de base. Et à 1 semaine, bien là, on se limite uniquement à 2 séances. Donc, sur les 4 séances majeures de ces 2 semaines-là, il y a 3 des 4 séances où le focus principal de la séance est développer ses capacités de puissance aérobie maximale. Donc, la séance du lundi, la semaine du 27, la séance du vendredi, la semaine du 27 janvier, on voit que c'est des efforts de répétition de 1500, de 600 à vitesse 5000, à vitesse 3000. La séance suivante, on est dans une PAM longue, donc il se rapproche de des vitesses 10 km avec des répétitions à vitesse 15 km, 10 km, 6 km. La partie principale de la séance du lundi 3 février, on a des 800 mètres à vitesse 5000 mètres. Donc, on est vraiment dans le cœur de ce qu'on appelle une séance de puissance aérobie maximale. Donc, c'est ce qui fait du sens avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure, que c'est le déterminant majeur pour optimiser nos résultats sur 3000, 5000. Puis, au même titre, je vous ai dit qu'il ne faut pas trop sous-estimer l'importance anaérobie lactique. Bien, la séance du vendredi de la deuxième semaine, on a des répétitions de 200 mètres à vitesse 1000 mètres. Donc là, forcément, on est plus dans une zone où l'anaérobie est sollicitée. Puis quand on regarde le nombre de kilomètres total courus, bien, la première semaine est à 105 km, la semaine suivante à 95 km. C'est un athlète pour qui les grosses semaines sont peut-être autour de 115 km. Donc, on est relativement élevé, relativement près de son sommet, mais à un niveau où la charge est capable d'être bien soutenue pour le fait qu'il n'arrivera pas trop fatigué lors de sa semaine de compétition. Puis c'est pour ça qu'il y a une diminution de 105 à 95 entre les 2 semaines. Et la semaine suivante, qui est sa semaine de compétition, on va encore une fois légèrement diminuer la charge d'entraînement. C'est aussi pour ça que je me permets d'avoir 2 intensités et demie, appelons ça comme ça, à 2 semaines avant la semaine de compétition, alors qu'une semaine avant, je me limite à 2, puis je ne viens pas ajouter le petit entraînement du mercredi qui est plus taxant qu'un jog en endurance aérobie, mais moins taxant qu'une séance importante de piste. Donc, j'ai bientôt terminé. Je vous présente le même type de modèle, mais les 2 semaines qui ont précédé la performance de 13 minutes 30 de Charles-Philibert Thibouteau sur 5000 mètres en décembre 2019. Donc, similaire à ce que vous avez vu pour Jean-Simon précédemment, 2 entraînements intenses par semaine, un volume d'entraînement relativement élevé, mais moins élevé que le sommet que l'athlète est habitué de faire, c'est-à-dire 130 km 2 semaines avant la semaine de la compétition, 105 une semaine avant, puis une légère diminution encore la semaine de la compétition, dans un contexte que c'est un athlète qui a l'habitude de faire des semaines avoisinant 150 km par semaine dans ses charges élevées. Puis, on se limite à 2 séances qualitatives
par semaine. Dans le cas de ce modèle-là, il y a probablement au moins 2 des séances qui sont directement en lien avec la puissance aérobie maximale, donc le déterminant majeur. Si on regarde la semaine 1 du 19 novembre, l'entraînement du vendredi, on a des répétitions de 1200 mètres à vitesse 10 km, suivi de 400 mètres à vitesse 3000, donc une bonne séance spécifique PAM qui va aider à performer sur 3000, 5000. Puis le vendredi de la deuxième semaine, on a des répétitions de 600 mètres à vitesse 5000, donc on est encore une fois spécifique en termes de puissance aérobie maximale. Puis comme on était relativement tôt dans l'année, l'idée n'était de ne pas être trop spécifique trop tôt, donc vous envoyez une séance de type endurance aérobie limite, auquel j'ai admis qu'il faut être prudent puis de ne pas en faire trop régulièrement parce que ça peut amener un niveau de fatigue qui est élevé. Mais le mardi de cette première semaine-là, comme on était encore en phase générale en début de saison, bien, il y avait un entraînement de 2 fois 5 km à vitesse demi-marathon. Donc, quand même un bon effort, mais pour un athlète de haut niveau, c'est soutenable comme séance. Moi, je la qualifie à 6 sur 10, donc un peu moins élevé qu'une séance typique de piste où je vais prescrire un 7 ou un 8 sur 10. Donc, je fais attention quand j'utilise l'endurance aérobie limite pour des spécialistes de 3000, 5000 pour ne pas aller chercher un niveau d'intensité trop élevé, comme on pourrait le faire, par exemple, avec des marathoniens, parce que là, c'est vraiment spécifique à leur épreuve. Donc voilà, il y a aussi une séance dans la semaine où on travaille à des allures de 1000 mètres, 1500 mètres, où on touche un petit peu à l'anaérobie parce qu'on est conscient qu'il y a plus ou moins un 15 % de la performance qui est reliée à ce facteur. Dernière présentation, le volume, la charge, la progression à long terme. Donc, ce que je vous recommande pour finir, pour parler de 3000 à 5000, chaque athlète est différent. J'ai dit tout à l'heure que, règle générale, on va faire un volume moyen à élevé lorsqu'on parle d'athlètes seniors accomplis. Règle générale, ce qu'on voit au haut niveau pour les spécialistes de 3000 et 5000, le range est assez large, mais les coureurs vont courir entre 100 et 160 km par semaine. Plus les gens sont matures, plus ils ont de bonnes capacités à prendre la charge d'entraînement, plus ils vont tendre vers le 160. Par contre, un athlète qui est un peu moins mature, un athlète qui a plus tendance à se blesser lorsque la charge est élevée, va plus tendre vers une charge de 100 km. Puis, il ne faut pas voir la quantification de la charge uniquement en fonction du nombre de kilomètres courus. La clé est dans le dosage. Par exemple, une semaine à 120 km de course avec aucun entraînement sur piste intense exigeante peut être plus facile qu'une semaine à 100 km de course avec 2 voire 3 séances de piste importante. Donc, vraiment de bien doser la charge entre le nombre de séances d'intensité, leur niveau de difficulté et le nombre de kilomètres courus dans la semaine. C'est vraiment la clé pour avoir du succès sur 3000 et 5000. Selon la façon dont j'encadre, c'est vraiment important d'être polyvalent pour avoir du succès sur 3000 et 5000. Donc, avoir un bon niveau compétitif, probablement du 1500 jusqu'au 10 000 pour avoir tous les outils pour performer dans les différents types de courses. Puis, idéalement, on le voit au niveau des athlètes qui sont capables de bien faire du 1000 mètres au demi-marathon parmi les meilleurs au monde. Si tu as ces outils-là, tu as à peu près tout ce qu'il te faut pour être très polyvalent aux 3000 et 5000. Puis ma vision du développement d'un bon coureur de 3000 et 5000, c'est lorsque l'athlète est en phase de développement, qu'on pourrait appeler juvénile à junior. C'est souvent un coureur qui va avoir un bon niveau sur 1500 lorsqu'il est dans ces catégories d'âge-là. Mais qui a aussi une certaine capacité à bien faire sur les épreuves un peu plus longues. Souvent, va exceller en cross-country. Puis, un coureur qui est ouvert à faire un volume de course relativement élevé, dans le sens que ce n'est pas dès les catégories juvéniles ou juniors qui c'est un déterminant majeur de courir plusieurs kilomètres par semaine. Mais si ça nous rebute, puis si on n'est pas ouvert à le faire lorsqu'on arrive aux phases seniors, bien forcément, on n'aura peut-être pas le meilleur profil pour avoir du succès à long terme chez les seniors sur 3000 et 5000. Donc, j'ai dépassé un petit peu le temps. On va peut-être allonger un peu la conférence. Désolé, Doris, mais prends le temps de bien présenter tout ce que tu as à faire, même si on déborde un petit peu dans le temps. J'espère que ça répond à tout le moins partiellement à vos questions puis que vous avez appris un peu en lien avec cet échange-là. Donc, la suite, c'est Doris qui fait sa présentation sur demi-marathon et marathon. Puis par la suite, on répond aux questions que vous nous avez acheminées par courriel. Puis on répond aussi aux questions qui vous viennent suite à la présentation que j'ai faite, suite à la présentation que Doris aura faite. Donc, dans la boîte de clavardage, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Donc, je passe la parole à Doris qui fait un partage d'écran et qui va vous parler de demi-marathon et de marathon. Alors, bonjour à tous. Désolé pour les cheveux, COVID oblige. Je suis en retard. Donc, entraînement, comme Félix disait, demi-marathon, marathon principalement, et comme il est spécifié aussi,
c'est une vision. Je ne conseille pas nécessairement aux gens que c'est ça qu'ils devraient faire ou devraient prescrire à tous leurs coureurs. À considérer dans la planification, évidemment, les principes d'entraînement, les déterminants de la performance, la maturité du coureur, le profil du coureur, de même que, évidemment, les objectifs long, moyen et court terme. Le principal de la présentation est vraiment à la fin sur les entraînements spécifiques. Fait que je vais passer rapidement au début pour ne pas terminer à 8 heures ce soir. J'avais peur de manquer de matériel, je crois que j'en ai trop mis finalement. Nous allons toucher aussi la différence qu'il peut y avoir avec les coureurs de 3000 et 5000 mètres. On va voir des entraînements spécifiques. On va voir une semaine type en phase générale, de même qu'une semaine type en phase spécifique. Et quelques facteurs que les meilleurs semblent tous avoir en commun. Donc, c'est comme 8 domaines différents. Si on va rapidement avec les principes d'entraînement que certainement la majorité connaissent, je réponds en détail dans chacun d'eux. Je vais seulement les lire. Puis s'il y a des questions par rapport à un ou deux de ceux-ci, vous pourrez revenir à la fin. Donc, les principes sont les suivants. Progression, spécificité, surcharge, surcompensation, réversibilité pour l'entretien des acquis, l'interférence, l'individualisation, dans le sens que ce n'est pas tout le monde qui progresse de la même façon avec le même entraînement. Et évidemment, il faut se garder une certaine place pour le plaisir. Les déterminants de performance, dans le sport que nous faisons, on est quand même chanceux, il y en a seulement 3, il y a seulement vraiment 3 déterminants de performance, alors que certains sports, surtout d'équipe, il y en a plusieurs, ça devient plus difficile à planifier comme tel. Donc, les 3 déterminants de performance sont le VO2 max, l'endurance et l'économie d'énergie. Évidemment, il y a d'autres facteurs comme la préparation physique, la préparation mentale, la nutrition, récupération, préparation tactique, technique, tout ça. Mais la grosse différence, c'est que les autres facteurs, même si on les fait tous bien, si on ne court pas, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que le VO2 max, l'endurance et l'économie d'énergie, c'est déterminant et peuvent venir aider à bien faire. Ou encore, si c'est un défaut, ça peut nous faire ralentir aussi de l'autre côté. Il faut tenir compte de la maturité du coureur, donc évidemment l'âge, l'expérience que le coureur a en sport en général, mais principalement en course à pied, sa motivation, son temps libre par rapport à son travail, ses études, la famille, les amis, la récupération, est-ce que c'est un athlète qui récupère bien et est-ce qu'il est vulnérable aux blessures? Je partage mon écran différemment. Ouais. Après, on va aller voir aussi le profil, c'est sur le même site web. Après, on va aller voir le profil. Le profil du coureur est important aussi parce qu'il y a des coureurs qui sont plus endurants que d'autres. Il y a des coureurs qui ont un profil plus VO2 max qu'endurant et certains plus endurant que VO2 max. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire du bon marathon, ceux qui ont un profil VO2 max plus élevé, mais il faut quand même en tenir compte à différents niveaux. Donc, je vais y arriver. Ce que je veux principalement que vous voyez, c'est que selon la maturité du coureur, selon les différents critères qu'on a vus précédemment, c'est que c'est un coureur qui est un marathonien maintenant. Il est capable de faire 10 séances et plus par semaine. Selon ce qu'il a fait précédemment, selon sa maturité de coureur, il est capable de faire durant la saison peut-être une semaine ou deux ou 3 à 200 km. Peut-être pas. C'est toujours un objectif pour la saison. On peut toujours réajuster selon comment l'athlète réagit. Même chose pour la plus longue sortie de la saison. Il semble être prêt pour faire cette saison-ci à quelques reprises 36 km total dans une sortie. L'écart type et la maturité, si je veux un écart type de 5 entre la vitesse lente et la vitesse rapide, il va réussir à faire la cote d'effort voulu. Maturité pour les distances d'intervalle, évidemment, c'est 100 Pour le nombre de répétitions, il est très mature et on veut accumuler des kilomètres pour le marathon, donc il peut faire du 125 par rapport à un coureur qui fait une autre distance. Et même principe pour la durée de l'échauffement du retour au calme. On veut accumuler des kilomètres, donc il peut faire 200 dans ce cas-ci. Pour vous donner une idée, c'est comme 1 heure d'échauffement et 20 minutes de retour au calme. La deuxième partie du document ici, c'est le profil du coureur. Dans ce cas-ci, par rapport à ses performances, ça nous dit que le coureur est un petit peu plus endurant que VO2 max, dans le sens que son équivalent VMA sur demi-marathon est à 22,26 pour son 1h06,50 sur demi-marathon. Son équivalent sur 10 km en termes VMA est à 22,04. Son équivalent VMA sur 5 km est à 21,9 et sa vraie VMA est à 21,8. Donc, ça nous donne
comme référence que oui, c'est une bonne idée pour lui de faire du marathon. Et aussi, lorsqu'on planifie les entraînements, si on planifie des entraînements qui développent plus l'endurance, on va tenir plus compte de la VMA profilée ici. Et si on fait des entraînements qui développent plus le VMA comme tel précisément, on va tenir compte plus de cette VMA ici. Donc, si je reviens à la planification comme telle, désolé pour les allers-retours. La prochaine diapo. Les différences qu'il peut y avoir avec un coureur de 3000 mètres, 5000 mètres, c'est vraiment principalement dans les entraînements spécifiques et aussi dans le nombre de kilomètres par semaine pour la majorité, même si ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il y a certains coureurs de 5000 mètres qui courent énormément de kilomètres, mais disons que ce n'est pas vrai pour tous. Donc, ce sont les mêmes déterminants, VO2 max, l'endurance et l'économie d'énergie, mais peut-être répartis différemment dans toute la saison. Doris, excuse-moi de t'interrompre. Je pense que tu as laissé la présentation sur la page web que tu nous as montrée, puis tu n'es pas revenu au PowerPoint. C'est ce que je vois, puis il y a eu un commentaire à ce sujet-là aussi d'un auditeur. Donc, tu sais comment j'y reviens, Félix? Parce que moi, je la vois Normalement, ici. tu peux fermer cette page-là, puis simplement rouvrir ton PowerPoint, puis ça devrait fonctionner. Maintenant? Là, il faudrait repartager ton écran en démontrant le PowerPoint, parce qu'on est revenu à l'image initiale. Parfait. Désolé. Alors, nous allons sur les soutiens de page. Donc, je disais, excusez-moi, donc, la différence avec le 3000 mètres, 5000 mètres, c'est que c'est surtout au niveau des entraînements spécifiques qui vont être différents. Il va y avoir des entraînements plus dans les zones d'endurance limite. Dans le nombre de kilomètres par semaine, même s'il y a certains coureurs de 5000 mètres qui font autant de kilomètres que certains marathoniens, ce n'est pas la majorité, que c'est les mêmes déterminants de la performance. Et aussi que ça pouvait être passé par le 3000 mètres, 5000 mètres au départ, ça pouvait être un très, très bon prérequis pour devenir un bon coureur de demi-marathon ou de marathon. Si on prend l'exemple ici que je crois que tout le monde connaît, Kipchoge, donc son meilleur 5000 mètres, il l'a réalisé en 2004. Son meilleur 10 000 mètres, il l'a réalisé en 2007. Son meilleur demi-marathon, il l'a réalisé en 2012 pour finalement réaliser son meilleur marathon en 2018. Donc, souvent, les gens pensent que ça ne fait pas si longtemps que ça, comme Kipchoge fait du marathon et a commencé presque à faire du marathon. On peut voir que ce n'est pas le cas aussi. Et dans le même sens, plusieurs trouvent extraterrestres qu'ils réussissent à courir le marathon à 2,53 km, mais il ne faut surtout pas oublier qu'il a couru le 5000 mètres à 2,33 km avant de faire du marathon, qu'il a couru le 10 000 mètres à 2,40 au kilomètre et le demi-marathon à 2,48 au kilomètre. Donc, c'est comme logique en termes de progression par rapport au pourcentage d'effort. Et dans le même sens, si on parle un petit peu d'endurance, il réussissait à maintenir à l'époque 96 de sa VMA sur 5000 mètres, 91 de sa VMA sur 10 000 mètres, 87 sur demi-marathon pour finalement faire du 84 sur marathon. Donc, tout ça est logique, il est juste meilleur que les autres finalement. Prochaine diapo. Donc, comme on disait, ce que je peux dire précédemment, les entraînements spécifiques, c'est la plus grosse différence pour le demi-marathon, marathon versus les coureurs 3000, 5000. Il peut y avoir beaucoup d'intervalles entre 75 et 90 de la VMA ou la VMA profilée comme on a vu tout à l'heure, mais peu importe, on ne reviendra pas trop à ça. Des continues rapides sur des 15 et 85 de la VMA profilée, du pace demi-marathon, du pace marathon, des longues sorties, avec tout ce qui est mentionné précédemment, mais intégré à l'intérieur. Ça peut ressembler à des répétitions de 2 km, 3 km, 4 km, 5 km, 6 km, à pace demi ou pace marathon, ou encore du continu rapide de 5 km à 25 km à pace demi ou à pace marathon. Évidemment, 25 km pas à pace demi, vous avez compris. Et des longues sorties avec les mêmes critères, encore une fois. Il peut y avoir des longues sorties avec une fin très rapide. Il peut y avoir des week-end shocks où est-ce qu'on peut accumuler beaucoup de week-ends lors du samedi et du dimanche, soit avec des parties spécifiques ou pas, mais on veut accumuler beaucoup de kilomètres. Des entraînements plus spéciaux, pourrais-je dire, qui deviennent plus populaires que des entraînements très classiques. Pas que les entraînements classiques ne sont pas bons,
c'est que certaines choses qu'on peut faire, qui peuvent faire en sorte, à quelque part, qu'on peut repousser peut-être certains facteurs physiologiques du coureur. Certains entraînements sont vraiment préconisés par l'entraîneur Renato Canova, qui entraîne plusieurs des top coureurs au monde. Donc, un type d'entraînement que lui préconise, il appelle ça des spécial blocs, où est-ce que c'est enchaîné dans la même journée 2 entraînements difficiles le même jour pour totaliser 40 à 50 km. Donc, le matin, faire comme un premier 10 km pace marathon avec un deuxième 10 km un peu plus rapide que pace marathon. Et dans la deuxième moitié de la journée, faire un 10 km pace marathon et 8 fois 1000 mètres à pace 5-10 km. Ou encore un autre style d'entraînement qu'il préconise, je dis bien qu'il préconise, 8 fois 1600 mètres pace 2000 le matin, puis 10 fois 800 mètres pace 5-10 km avec un repos juste un petit peu plus lent que le pace marathon lors de ces entraînements. L'autre critère qui est ici vraiment spécial, c'est pas ou très peu de glucides pendant et entre les 2 entraînements. Donc, le but, vous aurez deviné qu'il va y avoir une fatigue musculaire. Et le deuxième but, et vraiment principal dans ce cas ici, c'est l'épuisement du glycogène, donc amenant à une surcompensation et aussi à amener une plus grande possibilité d'emmagasinage pour l'avenir. Est-ce que c'est faisable par nous? Peut-être pas, pour différents critères. Je crois qu'un athlète qui a le temps de se reposer, qui n'est pas aux études ou qui ne travaille pas, qui n'a pas de famille, qui n'a pas trop de vie sociale, il peut récupérer d'un entraînement semblable. Sinon, je crois que ça peut être beaucoup. Donc, adaptable, par contre, certainement. Un autre type d'entraînement à la Canova, pour d'autres raisons. Donc, c'est une longue sortie en continu avec des changements de rythme. Je dis bien en continu, il y a juste des changements de rythme, il n'y a pas d'arrêt. Donc, c'est 4 fois 5 km, 3 fois 7 km, ou encore une pyramide décroissante, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Un peu plus rapide que pace marathon, avec une récupération de 1 km, juste un petit peu plus lent que pace marathon. Ou encore des 1 km 1-1, 1 km 15 secondes plus vite que pace marathon, alterné avec 1 km 15 secondes plus lent que pace marathon. Donc, le but de ces entraînements-là, c'est augmenter le lactate lors de l'effort et le fait d'un jog très, très actif, apprendre à l'éliminer, à le recycler et aussi apprendre à le tolérer. Il y a des longues sorties à 90 de pace marathon qui sont populaires pour certains coureurs aussi, principalement encore notre ami Kipchoge, que lui, très couramment dans la saison, il en fait 2 par semaine, là. Entre 20 et 40 km. Peut-être une sortie plus moyenne de 20 km en milieu de semaine et la fin de semaine, 40 km. Kipchoge les réalise environ à 3,20 km. C'est en 90 de pace marathon, mais il ne faut pas oublier qu'il est en altitude, sur des parcours avec des bons dénivelés et une surface pas toujours sèche, donc qui équivaut possiblement à au moins un 3,10 au kilomètre. Il y a plein de variantes possibles pour essayer de simuler les mêmes facteurs physiologiques qui sont ici. Encore une fois, est-ce que c'est toujours adaptable pour nous? Non, il faut tenir compte de l'athlète et l'adapter en fonction de différents critères. Tout à l'heure, on va voir quelques entraînements adaptés qui ressemblent un petit peu à ce style d'entraînement-là. On a vu des entraînements qui étaient principalement marathon. Ici, un autre type d'entraînement préconisé un dérivé de Canova, mais c'est Magnex qui l'a modifié, celui-ci. Désolé, je n'ai pas fait la conversion des 1000 au kilomètre, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. Donc, lui commence 10 semaines avant l'événement. Donc, peut-être une dizaine de kilomètres avec 400 mètres à pace demi, 5 secondes plus lent, en fait au 1000 que pace demi, avec une récupération de 1200 mètres, 40 secondes plus lent que pace demi. Et il progresse aux 2 semaines. Donc, il ne répète pas ça chaque semaine. Comme Canova aussi, les entraînements très difficiles, c'est aux 2 semaines, avec une semaine sur 2, une longue sortie plus facile. Et on peut voir qu'à la 2 semaines avant l'objectif, il est rendu à 12-13 km, puis il alterne 1000 mètres, 10 secondes au 1000, donc peut-être 6 secondes au kilomètre, plus vite que pace demi, avec seulement 600 mètres de récupération, avec seulement 20 secondes, donc peut-être une douzaine de secondes plus lent que pace demi, en alternance, encore une fois, pour les mêmes objectifs que vu précédemment. Semaine type, désolé, ici c'est trop petit, je vais aller voir directement sur le site. Donc, Félix, puisque toi, tu me rappelles. OK, je pense que je l'ai. Oui, on voit présentement, mais je pense que c'est sur ton PowerPoint.
OK, non, c'est pas correct. Si tu l'as en page web, Doris, tu peux Oui. simplement baisser l'icône de ton PowerPoint et ouvrir ta page web, on devrait le voir. Oui, non? Non? On est encore sur ton PowerPoint. OK. Qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? Parce qu'ici, on peut voir, c'est beaucoup trop petit. Comment qu'on avait partagé après-midi? Félix, te souviens-tu, on avait réussi tout à Oui, je l'heure? pense que tu faisais simplement baisser cet écran-là sur ton ordinateur puis ouvrir une page web. Ah non, c'est ici. Mais là, on voit relativement bien, Doris. Tu pourrais y utiliser cette version-là. Je pense que c'est suffisant. On voit bien les semaines, c'est bien. Tu peux y aller comme ça. Et, OK, ça, c'est la semaine spécifique, donc on va revenir à l'autre. Ah, que vous voyez, Félix? Oui, c'est très bien. Là, on voit en gros, c'est parfait. D'accord. Donc, ça, c'était la semaine de phase spécifique. On va commencer par la semaine de phase générale. Et voilà, désolé. Donc, disons que nous sommes en fin de phase générale. Nous sommes actuellement pour un marathon, possiblement début décembre, si marathon il y a en décembre. Donc, fin de phase générale, une semaine de 150 km. C'est l'exemple du coureur qu'on a vu précédemment. Donc, avec une bonne endurance, une bonne maturation et une charge de travail de 439. Remarquez le chiffre. Vous allez pouvoir voir la différence tout à l'heure avec une semaine en phase spécifique. Donc, ça commence très bien, repos lundi. Mardi, 2 entraînements qu'on peut voir ici. Premier entraînement donc, pour développer la VMA, donc à 95 de la VMA, 9 fois 2 minutes, récupération 1,30, c'est classique. Et l'après-midi, un petit entraînement de récupération. Désolé si je vais vite, vous allez comprendre le principal en arrière quand même, je crois. Donc, 10 km à 4,28 de 4,28 au kilomètre, c'est 62 de la VMA profilée. Le lendemain, 2 entraînements de récupération. Le jeudi, un deuxième entraînement plus intense, encore la VMA, mais du 100 cette fois-ci. Donc, 2 séries de 6 fois 1,20 ou encore des 400 mètres, n'importe quoi entre 2,56 au kilomètre jusqu'à 2,42 au kilomètre dans ce cas ici. Toujours avec un deuxième entraînement l'après-midi. Notez que le coureur ici en question fait beaucoup de commute, travail-maison, maison-travail. Donc, c'est parfait le soir revenir à la maison en joggant. Le lendemain, un seul entraînement, 12 km à 4,28. Le samedi pour peut-être éventuellement préparer un spécial bloc pour le week-end. 2 entraînements un petit peu plus intenses, mais qui se font très, très bien. Premier entraînement le matin, 2 km très facile à 5,0 km en endurance fondamentale, suivi de 10 km à 75 de la VMA profilée entre 3,46 et 3,36 au kilomètre. Et l'après-midi, un entraînement un petit peu plus rapide seulement qu'un jog normal, donc un 12 km à 72 de la VMA profilée, avec le dimanche un 30 km facile pour compléter la semaine. Si on compare un petit peu avec la semaine spécifique, ici, donc c'est la plus grosse semaine de la saison, théorique. Nous sommes rendus maintenant en début novembre, toujours pour notre fameux marathon début décembre, en théorie.
Donc, une charge de travail de 792 comparativement à 413 tout à l'heure. La charge de travail, c'est le nombre de kilomètres avec la cote d'effort, avec une variante par rapport au type de repos, s'ils sont passifs ou actifs, qui donne une variante pour ajuster la cote d'effort. Lundi, 15 km, une cote 4, très, très facile, donc à 4,07 dans ce cas ici. Les entraînements par intervalle sont rendus le soir, une variante, donc un morning run le matin et le soir. Développement d'endurance limite, donc 5 fois 7 minutes ou encore 5 fois 2 km, entre 87% de la VMA profilée, donc entre 3,19 et 3,09 au kilomètre. 2 sorties le mercredi en endurance fondamentale. Le jeudi, un premier entraînement le matin, morning run. Et l'après-midi, on maintient beaucoup la VMA en général, mais encore plus dans ce cas-ci, parce qu'on a vu précédemment qu'il était un petit peu plus endurant qu'un coureur avec une bonne VMA. Donc, il faut absolument la maintenir si lors du marathon, il ne doit pas travailler un trop haut pourcentage de sa VMA comme telle. Si elle baisse, le pourcentage change de travail. Donc, 2 séries de 6 fois 1 minute avec un bon repos pour lui permettre de bien travailler sa VMA. N'importe quoi entre 2,50 au kilomètre jusqu'à la fin de l'entraînement. Je crois que c'est 2,33, 2,37 au kilomètre. Le vendredi et le samedi. Donc, beaucoup de kilomètres, mais très, très facile pour en garder pour l'entraînement du dimanche qui est très, très difficile. Donc, premier entraînement le matin, un échauffement de 4 km, ensuite 10 km à 3,18 au kilomètre ou encore 3,23, 3,13 avec 1 km de récupération active, vraiment active, suivi d'un autre 8 km au même pace qui est un petit peu plus rapide que le pace marathon à la fin, si tout va bien, toujours en considérant les facteurs climatique aussi. Deuxième entraînement du jour pour finaliser le spécial bloc, donc un bon échauffement et 6 fois 1 km, n'importe quoi entre 3,13 et 3,03 km. À noter que l'entraînement en question n'a pas été expérimenté encore par aucun de mes coureurs, mais c'est dans les plans pour des débuts novembre. Donc, c'est comme, vous pouvez voir un petit Canova modifié et, excusez le terme petit. Donc, le total de la journée, 45 km quand même, en espérant que le lundi puisse rentrer un peu plus tard au bureau. Si on revient à la présentation. Je ne voyage plus après là. Bon, tout le monde voit, oui. Donc, les 2 semaines type, prochaine. Je me présente. Comme ça ici, ça on l'a vu. Alors, ce que les meilleurs semblent avoir en commun. Alors, ils courent tous beaucoup ou relativement beaucoup. Ils font tous des intervalles. Font tous et ont déjà fait des entraînements de groupe. Font tous et ont presque tous déjà fait beaucoup de compétitions. Vous voyez ici qu'il y a des points d'exclamation parce que les 2 derniers facteurs, ce n'est pas trop bon pour nous actuellement. Donc, un gars comme Bekele, que la majorité connaissent, évidemment, il a commencé sur piste, il a couru en cross-country, puis couru sur route. Il a tout fait ça et il a tout fait relativement bien. Souvent, ça peut être peut-être pas possible pour tous les coureurs de courir beaucoup sur piste, mais il peut quand même s'entraîner comme s'il courait sur piste. Je crois beaucoup à l'entraînement cross-country aussi, parce que pour ceux qui en ont déjà fait, je trouve qu'au niveau préparation mentale, c'est tellement difficile que ça peut préparer autant à bien courir sur piste qu'en cross-country. Beaucoup de choses qui sont possibles de faire, mais des choses que tout le monde fait, c'est ça, et d'autres choses que ça t'informe et que ce n'est pas tout le monde fait, à tous les niveaux. Alors, ma conclusion, il y a plusieurs chemins qui peuvent mener. C'est un exemple ici. Merci de votre écoute, de votre patience. Soyez en forme, en santé et heureux. Puis une petite pensée ici de M. John Lennon. Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai dit heureux. Ils ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Doris. Très intéressant comme partage. Bien qu'il soit déjà 17 heures, on va prendre quelques minutes pour passer en revue quelques questions qu'on a reçues préalablement.
Puis, on va essayer de prendre le temps de répondre aussi aux questions que les gens ont mis dans la boîte de clavardage. N'hésitez pas à en poser d'autres. Donc, on va peut-être poursuivre une dizaine de minutes. Une des premières questions qui nous est venue, Doris, c'est comment les entraîneurs peuvent adapter la planification à la situation actuelle, c'est-à-dire la crise et le confinement, sachant entre autres qu'il n'y a pas de compétition à court terme. Donc, peut-être si tu veux nous partager un peu comment tu adaptes tout ça à ta réalité, aux athlètes avec lesquels tu travailles. Puis, tu peux aussi fermer ton partage d'écran, comme ça, on va voir les participants qui discutent entre eux. OK. Alors, en fait, ce n'est pas la même chose pour tout le monde, mais je trouve que la grande majorité sont quand même très motivés. Actuellement, on s'entraîne comme s'il y avait à avoir des compétitions très, très tard dans la saison. Nous sommes en phase générale, tout près de la fin de la phase générale. Et on fait la même chose comme s'il y allait avoir une saison, tout simplement. Puis en termes de charge d'entraînement, est-ce que c'est des semaines moyennes? Est-ce que tu vas quand même faire des semaines chargées? Comment tu gères ça avec tes marathoniens? Nous sommes, je dirais, selon les coureurs, entre sur les 5 et 80 de la charge actuellement. OK, bien, c'est assez similaire à ce que je fais avec les athlètes spécialistes de demi-fond que j'encadre. C'est-à-dire que par rapport à une période normale, bien, on est moins spécifique parce qu'on ne prépare pas des compétitions à court terme, sachant qu'il n'y a pas de compétition dans les prochaines semaines, mais qu'on essaie d'aller chercher une bonne constance, être en meilleure forme générale possible. Puis moi, je me suis permis d'adapter un petit peu aussi en fonction de ce qui motive le plus les athlètes. Donc, ceux qui me font part que pour se motiver, ils aiment ça faire des séances d'intensité exigeantes, puis qui ont envie de faire ça à ce temps-ci de l'année, même s'il n'y a pas de compétition à court terme. Si c'est ce que ça prend pour les motiver, bien, j'en mets un petit peu plus de séances intenses versus certains qui sont plus motivés à l'idée de faire un bon volume constant de jog, voire un volume élevé, mais avec peut-être moins de kilomètres à très haute intensité. Donc, je pense qu'il faut faire preuve d'adaptation. Puis aussi, moi, je constate que la majorité des coureurs là, demeurent motivés malgré la situation qui n'est pas idéale. Donc, on leur lève notre chapeau de continuer à bien s'entraîner dans ce contexte-là, même si ce n'est pas toujours facile. Une autre question qu'on est venue, qui est peut-être un petit peu plus axée en lien avec les épreuves de 3000 mètres et 5000 mètres, c'est quelle place le travail de vitesse occupe-t-il dans la planification annuelle? C'est sûr que ça dépend de ce qu'on définit comme vitesse, mais si c'est vraiment la vitesse maximale puis qu'on fait référence au système anaérobie lactique, je dirais que c'est assez limité parce que ce n'est pas un déterminant majeur de la performance sur 3000 et 5000. Par contre, je dirais que pour des jeunes athlètes en développement, donc les athlètes cadets, juvéniles, juniors, c'est quand même important pour développer une aisance sur le plan mécanique, puis pour ne pas se limiter aussi en termes de vitesse qu'on va acquérir sur des distances comme 1000 mètres, 1500 mètres, pour être capable de ne pas avoir un plateau là, lorsqu'on va vouloir optimiser nos résultats sur 3000, 5000 lorsqu'on sera plus vieux. C'est sûr que pour un athlète pour qui c'est une lacune dans une matière de course de championnat tactique où on a besoin d'avoir un bon sprint final, on pourrait en faire un petit peu plus. Il y a une portion qui va peut-être se travailler indirectement via le travail de puissance qu'on fait en musculation aussi. Mais pour un athlète senior, mature, je vous dirais que ce ne sera pas la première chose sur laquelle on va se concentrer, le développement de la vitesse proprement dit. Prochaine question qui s'adresse plutôt à Doris. Combien d'épreuves de demi-marathon et de marathon devrait-on courir dans une année pour optimiser nos résultats? Ça dépend encore une fois de la maturité du coureur. Je crois que c'est important d'en faire, ne serait-ce que pas plus spécifique qu'une course. Donc, durant la course, on travaille une qualité qui est très importante. On apprend à se connaître. Ça peut nous aider à fixer des objectifs pour d'autres épreuves. Mais en général, je considère que 2 demi-marathons et un marathon peut être suffisant dans une saison si l'athlète réussit à faire des compétitions sur d'autres distances aussi, de 10 km et 5 km, entre autres. Excellent, merci pour ta réponse. Une question qui touche plus la piste. Les courses de championnat se gagnent souvent lors des derniers tours. Comment améliorer cette habilité? Bon, bien, si je reviens un peu à ce que j'ai présenté plus tôt, le coureur de 3000, 5000, pour avoir des chances d'être bon en championnat, il doit avoir un bon niveau sur 1500 mètres aussi. Il doit aussi avoir un bon niveau d'endurance qui fait que lorsqu'il arrive dans les derniers tours de piste, il a l'aisance puis il est capable de laisser parler sa vitesse, son bon niveau sur 1500.
Puis, il doit avoir une bonne capacité à changer de rythme aussi. Donc, ça peut se travailler dans la phase de préparation physique spécifique, de faire des séances où on veut développer l'aisance du coureur à changer de rythme régulièrement durant la course. Donc, fondamentalement, être polyvalent, avoir un bon niveau sur 1500, puis le travailler spécifiquement à être capable de changer de rythme pendant la compétition. Une autre question? Oui, Félix, juste avant de poursuivre, il y avait une question au tout début de Marc-André Latour par rapport à ce que tu disais. C'était le volume de jog en aérobie. Tu parlais d'une charge moyenne à élever, puis j'aimerais juste que tu spécifies. Oui, comme j'ai présenté tout à l'heure, ça va dépendre à quel stade de son développement l'athlète se trouve. Mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, règle générale, les athlètes de haut niveau confirmés seniors, spécialistes de 3000 et 5000 lors des semaines chargées vont courir entre 100 et 160 km. Donc, ça reste assez large comme fourchette. Puis plus l'athlète est mature, plus il va tendre vers le 160. Quoi qu'il y en a qui réussissent à avoir du succès même en se maintenant à 100 km. Puis si je prends l'exemple des deux meilleurs coureurs de 5000 au Canada présentement, Mohamed Ahmed et Justin Knight, Mohamed Ahmed, lui, il est reconnu pour être constant justement autour de 160 km par semaine. Puis c'est impressionnant à quel point il est très, très souvent dans cette zone-là. Alors qu'un gars comme Justin Knight, qui a un profil un peu différent, un petit peu plus de vitesse naturelle, qui court depuis moins longtemps parce qu'il est plus jeune aussi, va plus se maintenir autour de des semaines à 100 km, voire un petit peu moins dans certaines phases de l'année. Il n'y a pas une recette miracle, mais on voit que la majorité des athlètes au haut niveau sont entre 100 et 160. Il y avait une question aussi pour la différence en lien avec les athlètes masculins et féminins pour le volume d'entraînement. Encore là, ça dépend des philosophies qu'on a, mais moi, je pense qu'une bonne façon de faire la conversion, c'est en termes de temps d'effort. Donc, si par exemple un athlète de haut niveau chez les hommes court ses jogs à basse intensité à 4 minutes du kilomètre, puis une femme de haut niveau va courir ses jogs à basse intensité à 4 minutes 30 du kilomètre, il faut le voir sur le temps d'effort en endurance aérobie. Donc, peut-être que le 30 secondes au kilomètre d'écart fait que pour jogger le même nombre de temps dans la semaine, le coureur masculin va atteindre une quinzaine de kilomètres, voire vingtaine de kilomètres de plus. Puis ça représente la même charge ou le même temps global d'effort. Puis une semaine, par exemple, pour une dame à 100 km pourrait correspondre à 110, 115 pour un homme en fonction de la différence de vitesse de jog. Peut-être que Doris pourrait amener un complément de réponse aussi à ce niveau-là, à voir comment il voit le volume d'entraînement en termes de nombre de kilomètres semaine pour un homme versus une femme. Moi, ma vision, c'est que ça doit être similaire, mais qu'on doit prendre en considération la vitesse, puis peut-être plus avoir un temps de course équivalent plus qu'un nombre de kilomètres. Oui, effectivement, il faut l'adapter plus à l'athlète qu'au sexe de l'athlète, mais c'est certainement pour le même nombre de kilomètres, l'athlète féminine va courir un petit peu plus longtemps dans la semaine, donc peut-être légèrement moins de kilomètres, mais encore une fois, ça dépend beaucoup plus de sa capacité à prendre. Excellent. On a une question pour toi, Doris, en lien avec la distance de la longue sortie d'un marathonien, puis la fréquence des longues sorties. Donc, pour un athlète d'un bon niveau, on devrait monter jusqu'à combien la plus longue sortie, puis à quelle fréquence on devrait atteindre ces longues sorties-là? Comme l'exemple démontré tout à l'heure, pour plusieurs qui sont matures, c'est jusqu'à 36 km. C'est très rare que je passe 36 km en une seule sortie. Puis, la majorité du temps, c'est pas mal 3 semaines sur 4 qu'une longue sortie. Et évidemment, ce n'est pas des longues sorties toujours spécifiques, toujours difficiles, mais quand même courir longtemps, 3 fois sur 4 pour la majorité de la saison. 3 fois des longues sorties, 3 semaines sur 4 pour la majorité de la saison. Excellent, c'est intéressant. On avait aussi une question qui était complémentaire avec la question des compétitions plus tôt, à savoir, est-ce que tu recommandes d'utiliser des compétitions de 5 ou 10 km dans une préparation pour marathon? Absolument. De très bons entraînements. C'est un test en soi, ça permet d'ajouter l'entraînement, ça peut permettre de motiver l'athlète sur le goût d'en faire à tous les niveaux, puis fixer l'objectif du jour le jour J, en fonction des résultats des compétitions. Parfait. Une question qui est peut-être plus un peu adressée à moi. On demandait la pertinence de faire dans une même semaine des séances d'intervalles longs et des séances d'intervalles courts. Comme je vous ai présenté tout à l'heure avec mes semaines types pour les athlètes de haut niveau que j'encadre, règle générale, moi, je planifie 2 séances très intenses par semaine, dépendant de la phase de l'année. Donc oui, ça peut être une bonne façon d'avoir un intervalle qui est un peu plus long, qui peut être une PAM longue, voire une endurance aérobie limite, dépendant de la phase de l'année dans laquelle on se trouve, puis une séance qui va être un petit peu différente, plus axée PAM courte, voire travail anaérobie lactique.
Puis, c'est bien aussi si on fait 2 séances intenses dans la semaine de ne pas travailler directement les mêmes filières 2 fois back-to-back. Ça permet d'avoir un éventail de qualité qu'on développe. Puis, comme je vous ai dit, les modèles que je vous ai présentés sont avec 2 séances intenses par semaine. Certains coachs préfèrent travailler avec 3. Ça dépend aussi du niveau d'intensité et de difficulté qu'on veut aller chercher lors de chacune de ces séances-là. Pour les athlètes matures, moi, je suis fan de faire des séances qui sont exigeantes, qui sont difficiles pour aller chercher le maximum d'adaptation possible. Mais il faut être conscient que lorsqu'on veut prescrire ce genre de séances-là, on a besoin du temps pour récupérer avant et après. Donc, c'est pourquoi, en règle générale, je prescris juste 2 séances intenses dans la même semaine, alors qu'on pourrait faire le choix de prescrire des séances un petit peu moins difficiles qui nous permettent de récupérer un peu plus vite, puis d'en prescrire 3 par semaine pendant une certaine phase de l'année. Donc, ça dépend un peu des priorités, puis de la philosophie de l'entraîneur. On a une question de risque. C'était un coureur d'un niveau, je dirais, relativement compétitif. Donc, quelqu'un qui court 1h30 au demi-marathon, puis 3h20 au marathon, puis qui disait que malgré plusieurs années d'entraînement, il se maintenait toujours plus ou moins 1 minute dans les mêmes temps. Lorsqu'on a ce genre de plateau-là, puis qu'on est un coureur qui s'entraîne sur une base régulière, comment est-ce qu'on peut chercher de progresser quand on maintient un même niveau pendant plusieurs années? Oui, je crois que j'avais vu la question. Je crois que le coureur en question faisait 2500 km par année, je crois, puis il veut savoir s'il devait faire plus de kilomètres ou faire plus Oui, de tout à fait. musculation. Donc, dans un premier temps, s'il fait en moyenne 50 km par semaine, je dirais que je commencerais peut-être par faire plus de kilomètres hebdomadaires pour progresser sur le demi-marathon. Puis après, selon son profil, selon ses disponibilités, selon ce qu'il fait déjà, oui, peut-être faire plus d'intervalles courts, mais je ne peux pas savoir en ne connaissant pas. Puis, même chose pour les autres déterminants. Là. Mais après ma barre, je dirais commencer peut-être par augmenter le nombre de kilomètres semaine. On a une question en lien avec la musculation aussi, donc ce n'est pas quelque chose qu'on a beaucoup abordé. Moi, je vous dirais que pour les athlètes de 3000 et 5000, c'est quand même quelque chose que je vais prescrire sur une base régulière, surtout en phase de préparation physique générale et préparation physique spécifique, un peu moins régulièrement en phase de compétition parce que ça peut créer une fatigue. Mais oui, moi, je vois deux types de travail en musculation. Le travail où on veut vraiment aller chercher des gains en endurance musculaire, en puissance, en explosivité, puis le travail de prévention de blessures. Travail de prévention de blessures avec des exercices de renforcement est très important de le maintenir sur une base annuelle, idéalement plus ou moins 2 séances par semaine. Puis, c'est pas obligé d'être trop long. Hein. Ça peut être une série d'exercices qu'on fait après un jog à basse intensité, plus ou moins 2 fois par semaine. Puis, dépendant de la phase de l'année, d'avoir vraiment une séance en salle de musculation où là, vraiment, on veut créer des adaptations, améliorer notre endurance musculaire, notre force, notre puissance. Donc, règle générale, si 1 fois par semaine, on a une séance de musculation typique, puis 2 fois par semaine, une séance prévention-blessure, c'est souvent de la façon que je fonctionne avec les athlètes. Puis à certains moments de l'année, on peut faire le choix d'aller vraiment 2 fois par semaine en muscu pour une séance intense, mais là, il faut peut-être adapter le reste de la semaine pour ne pas créer de surcharge puis de fatigue. Doris, tu peux peut-être nous partager ta vision de la musculation pour les marathoniens. Moi, j'y crois, effectivement. Ce n'est pas un déterminant de performance comme on a vu précédemment. Ça peut être utile, comme tu disais, après travailler les qualités musculaires, mais aussi prévenir les blessures. Le problème avec les marathoniens, c'est qu'ils ne restent plus de temps. Donc, tôt ou tard, il faut qu'ils choisissent. Puis, la plupart du temps, c'est la musculation qui est coupée, avec raison ou à tort. J'en ai déjà prescrit souvent et souvent, les programmes n'ont pas été exécutés. Il y a quand même de plus en plus un certain pourcentage qui en font. Donc, je crois que même si la durée de la séance est très courte, ça vaudrait la peine. Et pas nécessairement juste la partie qualité musculaire comme telle, mais travailler aussi en mobilité, stabilité, posture et technique, peut-être dans la même séance pour sauver du temps. Excellent, merci beaucoup. On a une question qui nous est venue en lien avec le seuil lactique, donc valider à quoi ça correspond, puis quel est son impact en lien avec la performance. Doris, tu es à l'aise de nous fournir un élément de réponse, s'il vous plaît. Ben oui et non. Moi, le seuil lactique comme tel, mes entraîneurs et mes mentors m'ont toujours dit qu'il n'existait pas vraiment, que la courbe n'était pas assez bien définie, que c'était une zone, une approximation. Donc, je n'ai jamais travaillé avec personnellement, je n'ai jamais fait travailler avec personnellement, mais c'était environ 85% de la VMA, la VMA profilée. Donc, lorsqu'on fait les intervalles en endurance limite, on touche à cette zone-là tôt ou tard. Donc, c'est un moyen de l'améliorer. Et les entraînements style Canova avec les longues sorties avec des changements de rythme, c'est un des objectifs aussi, de travailler au niveau du lactate, que je crois qu'il peut être plus intéressant selon ce que j'ai lu que par rapport à faire continu au seuil, comme des variations.
Parfait. On a une question qui nous vient de Gabriel Germain en lien avec les infos concernant la tolérance à la douleur de chaque individu puis le facteur de performance. Bon, sans être un spécialiste dans le domaine, c'est sûr que les athlètes qui veulent optimiser leur performance doivent être capables de repousser leurs limites puis de faire dans une certaine mesure faire fi de la douleur. C'est sûr que c'est une capacité qui est nécessaire pour optimiser nos performances au haut niveau. Puis même dans une certaine mesure, pour un coureur compétitif qui n'est pas nécessairement au haut niveau, si on veut optimiser nos résultats, il faut être capable d'aller au bout de nos limites. C'est quelque chose qui peut se travailler évidemment par des entraînements qui sont spécifiques, qui sont intenses. On n'est pas capable de vraiment optimiser 100% de ce que physiquement on peut faire si on ne s'entraîne pas à y arriver. Tout est dans le dosage parce que si on le fait des séances trop intenses, trop régulières, il va y avoir un épuisement. Puis en bout de ligne, on n'est pas gagnant. Mais oui, c'est nécessaire de faire des séances intenses, exigeantes pour être prêt à repousser nos limites en situation de compétition. Les Kenyans ont parfois le slogan typique « Train hard, win easy ». Donc, si tu es habitué à repousser tes limites à l'entraînement, ben, ça va être facile de gagner par la suite. Donc, je pense que oui, l'aspect mental, puis ça se développe, ça se travaille. Comme n'importe quoi, il y a des prédispositions, puis il y en a qui sont naturellement plus à l'aise à aller au bout de leurs ressources que d'autres. Mais je pense que ça se développe quand même à l'entraînement. Doris, je te laisse poursuivre. Évidemment, ce n'est pas facile à être coureur. Les efforts, donc on voit beaucoup de coureurs qui abandonnent parce que c'est trop difficile, mais c'est une question de choix. Puis il faut vraiment, c'est la pleine conscience. Souvent, les coureurs sont blessés, puis ils aimeraient pouvoir le faire, l'entraînement difficile, la compétition difficile. Puis aussitôt qu'on est dedans, des fois, on a tendance à penser juste à la prochaine minute, prochaine répétition, au prochain kilomètre. Donc, c'est vraiment des exercices de pleine conscience que je le fais. J'ai déjà fait, puis après ça, au travers. Puis après ça, j'arrêterai avec ma carrière s'il faut. Mais je finis cette course-là, puis je vais arriver pour la prochaine. Tout simplement. Excellent. Donc, ça va faire le tour pour la présentation d'aujourd'hui. On a déjà dépassé d'une quinzaine de minutes. Je vais prendre le temps de remercier tout le monde qui ont assisté, qui ont posé des questions. Merci beaucoup à Doris d'avoir accepté le défi puis d'avoir partagé ses connaissances. Donc, on souhaite une bonne soirée à tous, puis au plaisir de vous revoir d'ici quelques mois lors d'une compétition d'athlétisme ou de course sur route. Bonne soirée tout le monde. Salut à tous. Merci Félix.